Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Mais non, je vous en prie, je vous en prie. C'est fort aimable. Alors, l'UPEC, je fais simplement et je commence. Ça va durer vraisemblablement un quart d'heure, hein, pas beaucoup, pas plus. D'accord, très bien. L'UPEG s'est donné en quelque sorte un nouvel objectif de mieux connaître la vision de l'Europe du futur par des personnalités politiques, sociales. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir dialoguer avec vous et c'est une excellente chose. Je rappelle que vous êtes député européen, ce qui traduit votre intime conviction européenne, pour reprendre le Oui, titre de votre livre de 2014. Vous êtes à une carrière de journaliste tout à fait impressionnante, 27 ans chroniqueur de géopolitique sur France Inter, correspondant du Monde à Varsovie, Washington, Moscou, directeur de la rédaction du Nouvel Obs, et j'oublie pas le prix Albert Londres en 1981. Mais aujourd'hui, ce qu'on voudrait voir de l'Européen convaincu que vous êtes, quelques questions. Vous les avez sûrement regardées par écrit, oui. mais au fond, est-ce que la pandémie de la Covid-19 n'est pas une opportunité pour constituer une Europe de la santé? Oui, certainement, mais pas seulement une Europe de la santé, parce que depuis le début de l'année 2020, euh, un mois ou deux avant que la pandémie n'ait commencé à nous frapper en Europe, on sentait déjà une évolution profonde de l'Union européenne. Et une évolution profonde vers ce que j'appellerais moi la troisième étape de la construction de l'unité européenne, plutôt que de l'Union européenne. Je dis bien de l'unité européenne. Le premier moment de cette unité avait bien évidemment été le traité de Rome et le marché commun. Le deuxième avait été le traité de Maastricht et la monnaie unique. Et le troisième, celui que nous abordons aujourd'hui, et je le crois, j'en suis convaincu, celui de l'union politique. Ça prendra du temps. Exactement comme la mise en place ou la concrétisation de l'idée de monnaie unique avait pris beaucoup de temps, et ne parlons pas de l'idée simplement des communautés européennes, ça prendra du temps, mais ça a démarré. Ça a démarré avec la chute d'au moins deux tabous. Le tabou de la défense commune, le tabou des emprunts et le tabou, il y en a un troisième évidemment, des politiques industrielles communes. Pourquoi est-ce que ces tabous sont tombés? Eh bien, certainement à cause de la pandémie, mais la pandémie n'a été qu'un accélérateur d'un phénomène qui avait commencé beaucoup plus tôt, en 2016, avec l'élection, la première et fort heureusement la dernière élection de Donald Trump, car Donald Trump, en mettant en doute la pérennité du parapluie américain, en nous disant très clairement et très ouvertement que lui, avec son intelligence supérieure, avait compris, contrairement à ses prédécesseurs, que le projet d'unité européenne n'avait qu'un seul but qui était de concurrencer l'industrie et l'économie américaine, et que donc nous étions, non pas les Français ou les Allemands ou les Italiens ou les Espagnols, mais l'Union européenne, un adversaire des États-Unis, à ses yeux, au même titre que la Chine. Eh bien, tout le monde, à ce moment-là, a compris en Europe que nous devions nous devions commencer à nous doter d'une défense commune, développer des politiques industrielles communes et marcher vers l'affirmation d'un nouvel acteur politique, la puissance européenne, sur la scène internationale. Vous pensez donc que l'on va vers une souveraineté européenne sur un certain nombre de points? Alors, je le pense, je l'espère en tout cas, ardemment, mais je le pense vraiment. Mais je pense en même temps, pourquoi je le pense vraiment? Tout simplement parce que nécessité fait loi. Les États-Unis se sont tournés vers l'Asie, où se joue pour eux, le véritable rapport de force du XXIe siècle. Ils se
détourne à petits pas, mais quand même, il se détourne de l'Europe et même du Proche-Orient, car sur aucun de ces deux théâtres, leurs intérêts vitaux ne sont en jeu Ouais, ouais. aujourd'hui. Nous sommes confrontés donc, nous Européens, à une absence croissante des États-Unis à l'ouest, à une menace, en tout cas des défis très sévères à l'est, avec une Russie nostalgique de sa puissance impériale et menacée aussi au sud, tout simplement par les chaos des mondes musulmans. Eh bien, tout ça nous oblige, tout simplement, tout ça nous oblige. Alors c'est pour ça que j'y crois, que je suis certain aussi que cela prendra du temps, ça ne se fera pas en un jour, mais il faudra au moins 15 ou 20 années, quelque chose comme ça. Et je suis aussi absolument convaincu, malheureusement, mais c'est ainsi, que nous allons traverser maintenant des zones de tempête très, très sévères au sein de l'Union européenne, tout simplement parce que enfin, nous abordons enfin les vrais problèmes, ceux de la défense commune, des politiques industrielles communes et de l'affirmation d'une puissance politique européenne sur la scène internationale. Et là, quand vous évoquez que l'on va avoir de nouveaux obstacles en quelque sorte, à quoi faites-vous référence ou qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Oh, écoutez, je pourrais vous dire, regardez le problème montant que nous avons en ce moment même, en L'état ce de droit. tout début du mois de décembre, avec la Pologne et la Hongrie. Mais laissons même cela de côté. Euh, Réalisons que si une convergence se fait doucement, mais enfin une convergence se fait, par exemple, sur la nécessité d'une défense européenne. Encore faut-il que nous soyons d'accord à 27 sur ce que doit être cette défense européenne, sur ses rapports avec la défense américaine, sur le futur, l'avenir de l'Alliance atlantique, sur nos rapports avec la Russie, la Chine et les rives sud de la Méditerranée, bref, sur notre politique étrangère, car on n'a pas de défense commune sans politique étrangère commune. Et l'inverse d'ailleurs, on n'a pas de politique étrangère commune sans défense commune. Eh bien, tout ça va demander évidemment un énorme travail entre les 27 qui ont, ne l'oublions pas, des histoires différentes, des regards du monde différents, des cultures différentes. Bien Vous le sûr que voyez bien oui. dans votre enquête, vous le voyez bien dans votre enquête hongroise. C'est vues différentes. Mais bien sûr, naturellement, naturellement. Un Hongrois d'aujourd'hui, pas tous les Hongrois Non, bien d'aujourd'hui, sûr. mais un Hongrois sur deux, la moitié du pays, ceux qui votent pour M. Orban, eh bien, premièrement, ont une nostalgie, moi j'appelle ça les douleurs de l'amputation, ont les nostalgies de la Grande Hongrie, Ouais. celle d'avant le traité de Trianon, celle d'avant l'amputation des 2 tiers du territoire hongrois à la fin de la Première Guerre mondiale, et une nostalgie pas impériale dans le cas de la Hongrie, mais une nostalgie de grandeur tout à fait comparable à celle que l'on retrouve en Russie, en Turquie ou en Chine d'ailleurs. Eh bien, tout ça va être bien, bien, bien complexe. Et est-ce que le vote à l'unanimité n'est pas un obstacle rédhibitoire? Je l'ai longtemps pensé et dit, euh, je continue à le penser, mais je le dis un peu moins. D'accord. Je le dis un peu moins pourquoi? Parce que depuis que je suis au Parlement européen, Oui, euh, je me rends compte, et chaque jour un petit peu plus, que cet obstacle majeur, qui est la règle de l'unanimité, en même temps nous permet, parce qu'elle nous y oblige, bien sûr. nous permet, parce qu'elle nous y oblige, de chercher et construire des compromis réels sur lesquels nous puissions avancer. Parce que oui,
à une majorité même qualifiée, pas une majorité simple évidemment, bien sûr. mais à une majorité même qualifiée, on peut construire des politiques communes ou des ambitions communes. Mais il reste derrière un gros tiers des autres États qui ne suivent pas. Et s'ils ne suivent pas, s'ils ne sont pas convaincus ou même franchement hostiles contre des projets nouveaux dans lesquels nous lançons, eh bien, il y a un risque de cassure. Il y a un risque de cassure. Alors peut-être vaut-il mieux, en tout cas sur la politique étrangère, et je vous assure que ça me fait mal de le dire, mais c'est un constat. Peut-être vaut-il mieux garder cette règle de l'unanimité et l'abandonner en revanche sur les sujets économiques ou fiscaux. Parce que là, la situation est un peu plus mûre, les décisions sont peut-être un peu moins difficiles à prendre ou passionnelles. Il ne s'agit que d'intérêt, pas de passion. Dans la politique étrangère, les passions, les souvenirs historiques, donc les passions, pèsent beaucoup plus même que souvent beaucoup plus même que les intérêts d'État, les intérêts des nations. En économie, ce n'est qu'une question d'intérêt. Et les questions d'intérêt se négocient moins difficilement que les passions. Une dernière question. Au fond, est-ce qu'il faudrait oser les États-Unis d'Europe? Je le pense. J'en suis convaincu. J'espère qu'ils se feront un jour. Je ne crois pas. Je n'espère pas les voir à mon âge, à l'âge que j'ai aujourd'hui, parce que cela prendra du temps. Mais oui, je le pense, parce que dès lors que nous avons besoin, que nécessité fait loi, vous disais-je, d'affirmer un acteur politique sur la scène internationale, cet acteur, il devra bien avoir un jour une réelle et entière démocratie commune. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans l'Union européenne par addition de 27 démocraties. Non. Il nous faut réellement un système démocratique commun, mais ça n'est pas pour demain, ni même pour après-demain. Et votre pensée a évolué en étant député européen? Oui. Pensée sur l'Europe, bien sûr. Oui. Oui, parce que je suis devenu, au contact des choses, plus réaliste. Je partage toujours les ambitions, les espoirs pour l'Europe, pour l'unité européenne que j'avais avant d'arriver au Parlement. Mais je réalise depuis que oui, il faudra plus de temps que je ne l'imaginais ou l'espérais. Mais vous voyez en même temps que mon arrivée au Parlement m'a fait réaliser quelque chose que je n'aurais peut-être pas aussi bien ou aussi vite senti à l'extérieur, la fin de ces tabous tellement importants et l'entrée dans ce troisième moment de l'unité européenne qu'est celui de l'union politique. Bien, merci beaucoup de cet entretien. Cet entretien va être sur le site de l'Université populaire européenne de Grenoble. Merci beaucoup. Nous avons déjà eu des entretiens avec Bertrand Badi, Jean-Paul Costa, Pascal Boniface. Merci encore. Merci à vous. Du temps. Merci et Merci. au revoir. Au revoir, monsieur.